Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux jeunes avec énormément de potentiel dans l'immobilier, Louis et Vincent. Salut les gars. Salut. Salut Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast aujourd'hui. C'est cool. Dites-moi pour commencer déjà comment est-ce que vous êtes tombé dans l'immobilier. Et puis je sais que vous avez des parcours un peu différents. Mais expliquez-nous en deux mots, Vincent, tu peux commencer toi, sur tes débuts dans l'immo. Alors je laisse peut-être Louis commencer, puisque par rapport à l'histoire c'est plus logique, parce qu'il fait de l'immobilier depuis plus longtemps que moi. Donc on s'est finalement un peu rejoint en cours de route. Voilà, donc exactement. Je laisse commencer. Comment on s'est rencontrés? C'est durant notre bachelor à HEC Lausanne. Plus précisément pendant le cours immobilier. C'était un cours où il fallait faire un peu des travaux de groupe. Et on s'est mis dans le même groupe. C'est comme ça qu'on a vraiment commencé à sympathiser, à se connaître. Et c'est là où on s'est dit, bah voilà, plus tard, on a sûrement envie de faire de l'immobilier. En tout cas pour ma part, dès le début. Après mon bachelor, j'ai travaillé 3 ans pour des fonds de pension. J'étais donc responsable pour 3 fonds de pension de tout ce qui était en lien avec l'asset management, le pilotage des constructions et des rénovations de leur parc, et aussi le conseil en acquisition. Donc trouver des opportunités, les analyser, estimer le prix auquel il faudrait l'acheter, et puis éventuellement l'acheter quand on arrivait à passer le cap de l'offre. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans l'immobilier. Je suis toujours resté en contact avec un de nos profs qui nous a donné le cours immobilier à Lausanne, parce que le cours immobilier, c'était plusieurs professionnels qui donnaient le cours. Et je suis toujours resté en contact avec un de ces professionnels qui s'appelle Bertrand de Sénépar. Et puis j'ai toujours gardé contact avec lui. Puis un jour, on s'est dit pourquoi pas monter une société qui s'appelle aujourd'hui Valoristone. Et puis Vincent vous expliquera comment il est aussi arrivé dans Valoristone. Exact. Donc ouais, pour ma part, je dois dire le cours d'immobilier, c'est celui que j'ai le plus apprécié de tout le parcours à HEC. Je trouve franchement que c'était ce que j'ai préféré. Puis je me disais tout le temps aussi, plus tard j'aurais envie de faire de l'immobilier, plus précisément j'aurais bien eu envie directement de faire du développement. C'était en tout cas le module du cours qui m'avait le plus intéressé. Mais pour ça, je me disais, il faut des fonds, il faut des capitaux, chose que je n'avais pas. Et je me disais, ce sera peut-être pour plus tard, pour quand j'aurais peut-être fait un autre business qui lui m'aura permis d'avoir les capitaux de faire du développement. Et puis finalement, donc moi en fait, pendant et après le bachelor, j'avais déjà lancé pendant les études, j'avais lancé une petite société en marketing digital avec 2 copains. Excellent. Et puis on a fait ça pendant 3 ans. Et puis en fait finalement j'ai commencé l'immobilier un petit peu par hasard quand en fait il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait une propriété qui avait un potentiel de densification. Et puis je me suis dit, plutôt qu'ils le vendent à peu importe qui, un promoteur ou autre, je me suis dit, si on pouvait trouver quelqu'un qui me laisserait, disons, mettre un petit peu le pied à l'étrier dans le projet, ce serait génial. Puis c'est là où je me rappelais que Louis, vu qu'il travaillait déjà dans l'immobilier, qu'il avait des contacts, et puis que sa famille aussi travaillait un peu dans l'immobilier, et dans ce cas-là, je me suis dit, je demande à Louis s'il connaîtrait quelqu'un qui serait prêt pour ça. Et puis c'est finalement ce qu'on a fait. On avait trouvé quelqu'un qui avait envie de nous accompagner dans le projet. Finalement, le projet en tant que tel, c'est pas fait parce qu'ils ne se sont pas retrouvés au niveau des conditions de l'offre. Donc ça s'était juste pas fait. Mais avec Louis, forcément au début, on était un petit peu déçus parce qu'on se voyait déjà entamer notre premier développement, du moins en tant que pilote. Et puis finalement, on s'est dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Et c'est là qu'on a commencé à vouloir vraiment entreprendre quelque chose dans l'immobilier. Et puis c'est là où finalement ça s'est rejoint avec Bertrand et l'histoire de Valoristone. Donc c'était finalement un petit peu par hasard, un concours de circonstances. Et puis finalement, le marketing digital, j'ai arrêté quand je me rendais compte que j'avais envie de passer plus de temps à prospecter, chercher des opportunités dans l'immobilier que de m'occuper de mes clients actuels dans le marketing digital. Puis là, je me suis dit, c'était un peu les tripes qui parlaient. Et je me suis dit, il faut que je me lance, quoi. Ah, excellent. Donc ça veut dire que quand tu as fini tes études à HEC, tu as lancé le marketing digital pendant tes études et puis après tu as continué quand même un peu après. Exactement, ouais. Ok. Exactement. J'avais lancé pendant parce que initialement, comme tout étudiant, j'avais besoin d'un job étudiant. Je travaillais dans une station essence. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai un petit peu ras-le-bol, il faut que je trouve un autre moyen de pouvoir subvenir à mes besoins d'étudiant. Et puis c'est là où je me suis dit, il y a plein d'opportunités, dont notamment la possibilité, je me disais, en tant que jeune qui comprend les réseaux sociaux, je me suis dit, il y a plein de petits business, de petites entreprises qui ont juste pas les codes, pas les réflexes, qui ont peut-être pas les connaissances d'essayer de développer leurs activités là-dessus. C'est là où je me suis dit, je connais peut-être quelque chose qui a une valeur auprès de ces entreprises. C'était finalement comme ça que
je m'étais lancé dedans, quoi. Excellent, très intéressant. Moi, j'ai quelques étudiants qui m'ont écrit, d'ailleurs de HEC et d'autres écoles aussi, pour me proposer ce genre de service. Et j'en ai un d'ailleurs qui bosse avec moi pour développer les offres en ligne de HEC Lausanne. Ouais. Donc, ouais. Par contre, Louis, toi, alors, ça veut dire que t'as fini HEC, direct, t'es parti dans le Ouais, alors exactement, j'ai fini le bachelor, j'avais pas envie de faire un master, j'avais envie de voir un peu le monde du travail, j'en avais un peu marre de tout ce milieu académique, je voulais un peu travailler. Et c'est là où j'ai eu la chance de trouver ce poste très varié, comme je l'ai dit avant, et puis c'est là où j'ai tout de suite commencé, ouais, exactement. Ah, magnifique. Donc ça veut dire que vous avez bossé un peu respectivement de votre côté un moment, puis après vous avez lancé Valoristone du coup, qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi les services, et puis c'était quoi l'idée de base, et c'est quoi en fait l'idée globale de Valoristone? Alors, l'idée globale, c'était de proposer une option supplémentaire aux propriétaires d'immobilier, que ce soit des propriétaires fonciers, entre guillemets avec une villa et un terrain, ou un immeuble souvent vétuste. L'idée était de dire, vous avez un potentiel de valorisation d'une manière ou d'une autre. Pour la villa, c'est souvent de la démolir et de construire un immeuble. Puis pour l'immeuble, ça peut être le surélever, de le démolir, reconstruire, ou tout simplement de le rénover. C'est-à-dire de les accompagner là-dedans, soit uniquement en tant que pilote, mais pilote qui va de la phase où vraiment montage de projet, recherche de financement, accompagnement pour la fiscalité, jusqu'à la fin du projet, où il faut regarder un peu par rapport à la relocation de certains appartements vacants, ou des hausses de loyer, ou de la gestion de la L3PL, de la LDTR et tout ça. Et puis, dans certains cas, on s'est aussi dit, si les propriétaires n'ont pas les moyens, l'idée c'est d'apporter une source de financement alternative, c'est-à-dire que Valoristone entre dans le projet pour permettre la réalisation du projet, et puis de définir dès le début un mode de sortie avec le propriétaire qui peut être soit, une fois qu'on a développé, revalorisé, on vend le projet, puis chacun bénéficie de la plus-value. Ou bien, par exemple, c'est un immeuble locatif qu'on construit, on pourrait très bien dire au propriétaire, voilà, grâce au revenu locatif, sur 10 ans, vous rachetez notre part, et puis à terme, vous êtes un nouveau propriétaire unique du bien. Ou bien encore, par exemple, ça serait une option de dire, voilà, aujourd'hui, on possède, je dis au pif, 50% chacun de l'immeuble, et on se dit, voilà, on l'exploite conjointement, parce que vous, 50%, ça vous convient, nous, 50%, ça nous convient aussi. Et puis l'immeuble est exploité, et puis chacun bénéficie des revenus locatifs, quoi. Donc c'était d'offrir une alternative supplémentaire que juste parfois la vente à un développeur immobilier ou un entrepreneur qui souhaitait revaloriser l'immeuble. Donc potentiellement vous achetez, alors ça vous arrive des fois d'acheter aussi les biens immobiliers ou pas du tout? Alors ça arrive, c'est pas notre business model. Maintenant il est vrai que dans le marché d'aujourd'hui il y a des opportunités. Ou des fois certains propriétaires, une fois qu'on a déjà bien un peu avancé dans les discussions, dans le projet, ils nous disent ouais alors finalement pour X ou Y raison, je sais pas, parce qu'ils souhaitent d'un coup partir à la retraite puis partir à l'étranger ou ce genre de choses, il arrive que des fois on se porte acquéreur et puis qu'au final on fasse le projet nous-mêmes. Okay. Mais vous faites pas du courtage pur par contre? Du courtage non. Courtage, ça c'est vraiment quelque chose on s'est dit qu'on voulait pas faire pour la simple raison qu'après le message auprès de notre client cible, il risque après d'être un peu confus. Il y a un conflit d'intérêt aussi. C'est ça, il y a surtout l'aspect, disons, de conflit d'intérêt. Donc l'idée, finalement, en fait, la situation classique, c'est des propriétaires, comme disait Louis, soit d'immeubles, soit de parcelles densifiables, où il peut y avoir leur maison, où il peut y avoir déjà... ça peut être une maison dont ils ont hérité eux, etc. Et dont ils sont des fois conscients, des fois pas conscients du potentiel d'ajout de valeur. Et puis à nous de leur présenter finalement les différents scénarios. Il y a le scénario où finalement ils peuvent vendre la maison dans l'état. De nouveau, là, on ne va pas leur dire oui, on peut vous vendre la maison dans l'état. C'est si vous voulez la vendre, on estime que c'est plus ou moins ce prix, mais jamais nous on va faire le courtage directement de cette maison. Soit on les aiguillerait vers l'un ou l'autre des courtiers qu'on sait qui est de confiance. Et puis ça c'est un des scénarios. Un autre scénario, ça peut être de démolir, reconstruire en exploitant le maximum du potentiel. Des fois c'est selon la position des propriétaires, des fois ils n'ont pas envie en fait d'exploiter le maximum parce que c'est pas forcément l'argent qui est le seul driver de leur projet. Ça peut être des fois simplement de se dire oui, ils pourraient faire 5 appartements mais ils aimeraient en faire 3, un pour eux et un pour chacun de leurs enfants. Donc l'idée c'est d'un peu d'être à géométrie variable puis de s'adapter à la vision du propriétaire. Un des scénarios peut être justement finalement la vente du projet, enfin de leur dire si vous vendez à un développeur ça pourrait se valoriser aussi. Et puis si c'est finalement le choix vers lequel ils se portent, on va pas les convaincre que c'est le pire des choix non plus. Mais l'idée c'est qu'au moins ils prennent une décision en toute connaissance de cause,
en ayant conscience de s'ils faisaient le projet eux-mêmes. Et c'est ça surtout l'idée, c'est d'essayer de rendre accessible aux propriétaires qui n'est pas professionnel de l'immobilier de faire un projet, sans pour autant avoir besoin de le vendre. Concrètement, c'est ça. Dans le cas où un propriétaire aimerait faire, enfin, a la possibilité de densifier sa parcelle, il peut faire 5 logements. Au final, il veut en faire 3 parce qu'il en veut un pour lui, un pour ses 2 enfants. Là, dans ce cas, vous intervenez dans comment? En fait, vous êtes une ET un peu qui s'occupe de. Non, alors développement. l'idée n'est pas d'être une ET ou une EG. On n'est pas non plus, on propose pas non plus des services d'architecture à proprement dit, dans le sens où on va pas dessiner nos projets ou autre. L'idée, c'est vraiment plus d'accompagner le propriétaire parce que finalement, quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'immobilier et qui se lance dans un projet, par où commencer, quel projet faire, comment. Enfin, il y a plein de problématiques, disons, que le privé, il n'en est pas forcément conscient. Même d'aller juste vers un architecte, finalement, il sera. Et dans certains cas, il peut être un petit peu à la merci, finalement, de la vision de l'architecte. Et puis, s'il n'a pas les connaissances pour challenger aussi cette vision-là, eh bien, il est un peu perdu, quoi. Donc l'idée, c'est de prendre le propriétaire par la main, d'anticiper les différentes problématiques avec lui et pour lui, et puis de lui permettre finalement d'aller sereinement dans un projet sans faire des nuits blanches, quoi. L'idée, c'est qu'il puisse être serein et puis que le projet avance. Il peut choisir l'architecte de son choix, on fait des propositions. Donc l'idée, c'est de se substituer au propriétaire. Okay. Et de gérer le projet pour lui, concrètement. Donc là, c'est des frais au final de consulting. Exactement. C'est en fait dans le sens, finalement, on a 2 niveaux de rémunération. Il y a la rémunération, disons, purement pour le mandat, c'est ce que je viens de décrire, comme tu dis, on peut appeler ça du consulting, où là, l'idée, on prend un pourcentage sur le coût de construction. Okay. Après, on justifie, en fait la dépense qu'on représente par rapport à l'efficience qu'on va apporter dans le projet, la négociation qu'on aura aussi avec les différents mandataires pour récupérer finalement pour le propriétaire ce qu'on coûte. Donc l'idée, c'est qu'on ne coûte pas plus au propriétaire, ce n'est pas l'idée de rajouter encore une couche de coûts. Et puis l'autre niveau de rémunération, c'est dans les cas où, quand je dis on, c'est on avec aussi des investisseurs dont on est proche et qui suivent notre société de prêt. Quand on a une participation dans le projet, ben là finalement, c'est une rémunération sur le capital qui est engagé, finalement, sur le gain futur. Ça, c'est dans les cas où on prend une part dans le projet. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, même dans des cas où on est uniquement en tant que mandataire. Ok, ouais, parfait. Et puis, est-ce que le Valoristone a comme but aussi de développer son portefeuille, ou bien c'est plutôt vous focalisez plutôt sur des services, ou bien c'est une autre société du coup qui devient propriétaire quand vous investissez avec des propriétaires privés? Oui, alors ouais, exactement. C'est une autre société qui investit. Okay. Valoristone, c'est vraiment une société purement de service, où on est juste mandataire. Puis quand il faut investir dans un projet ou parfois acheter même le projet, ça, c'est une autre société qui procède à ça, ouais. Okay. Et dans cette société, aujourd'hui, le but, c'est pas de créer un parc, mais c'est de créer de la valeur pour réinvestir dans d'autres projets et faire tourner l'argent, quoi. Ok, Valoristone, c'est de l'exploitation. Exactement, ouais. Ok, excellent. Vous travaillez surtout avec des propriétaires privés, alors, plutôt? Oui, alors la cible principale, c'est des propriétaires privés. Maintenant, de par le réseau de chacun, il y a quand même malgré tout des investisseurs, on va dire, que je vais qualifier d'institutionnels, qui souhaitent travailler avec nous, mais ça reste une minorité et c'est pas les grosses caisses de pension. Quand je dis investisseurs institutionnels, je dirais plutôt des propriétaires qui ont déjà un petit parc et puis qui souhaitent travailler avec nous. C'est pas les caisses de pension. Non. Ok, parfait. Du coup, quand vous lancez un projet, vous rentrez dès le départ du projet, j'imagine que vous vous focalisez sur la partie surtout financière. Parce que je pense que c'est ce que vous maîtrisez le plus, puis après vous déléguez tout le reste, et puis c'est là que votre plus-value, elle est dans la gestion, dans la supervision de tout, quoi. On va dire la gestion stratégique du projet, ouais. Ouais, ok, d'accord. L'idée, c'est on rentre dès le début. Notre force, elle est aussi d'optimiser par rapport aux typologies, aux plans, à rendre des appartements qui correspondent aux besoins du marché pour pouvoir optimiser au mieux le projet, et puis de challenger un peu l'architecte sur comment il veut construire et autres. C'est vrai que j'ai quand même eu cette casquette de pilote pendant 3 ans pour des constructions neuves et rénovations. Donc on ne fait pas du suivi de chantier en mode direction de travaux, mais durant la phase d'exécution, on suit aussi de haut ce qui se passe dans le projet, tout simplement, quoi. Ok. Et puis du coup, vos projets, en majorité, j'imagine que c'est résidentiel, vu que c'est des propriétaires privés.
ça vous arrive déjà ou ça vous est déjà arrivé de faire du commercial industriel, ou bien vous êtes ouvert à ça ou pas? Alors, on est 100% ouvert. D'ailleurs, un des membres de l'équipe, Bertrand, a fait une bonne partie de sa carrière dans l'industriel. Donc, c'est aussi un domaine dans lequel on est à l'aise, disons, de naviguer là-dedans. Maintenant, c'est pas vers ce public-là qu'on se tourne majoritairement pour les services de Valoristone. Mais comme je dis, on n'y est pas fermé. Et puis, on a d'ailleurs un projet dans cette branche-là de l'immobilier, enfin, dans le industriel léger, disons. Ok. Donc, mais c'est plus une exception que la règle. Ouais, c'est quoi le plus gros projet du coup dans lequel vous avez Aujourd'hui, le plus gros projet qu'on a, c'est 3 immeubles dans la région de Lausanne de 20 logements chacun. quand même? Voilà, et puis à la base, on envisageait éventuellement de les démolir et reconstruire parce qu'il y avait une sacrée réserve. Puis finalement, pour des raisons patrimoniales, on peut pas. Donc là, ça va être, on espère, une surélévation. Ouais. Et si même ça joue pas, ça sera une rénovation. Rénovation énergétique Et intérieur, totale, ouais. ok. Parce que Ok. là, c'est quand même des vieux immeubles. Donc là, le but, ça serait aussi de faire l'intérieur. Alors c'est là Ok. où on doit un peu pondérer, et nos analyses financières sont intéressantes pour le propriétaire, parce que comme tu sais, il y a la L3PL qui rentre en jeu. Donc il faut un peu qu'on pondère, voir comment on fait, quoi, parce que c'est à Lausanne, donc si on rénove l'intérieur, il y a des chances qu'il y ait 10 ans de contrôle, donc il faut regarder est-ce qu'il y a une autre solution alternative ou pas, quoi. Ouais, bien sûr, et ça on va en parler après des lois, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, franchement les développeurs, moi j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que ça devient vraiment extrêmement compliqué, mais je pense que ça va aussi un peu nettoyer le marché qui est franchement un peu saturé par des promoteurs qui connaissent pas grand chose au final à l'immobilier. C'est vrai qu'avant on avait le boucher, le boulanger, le mécanicien, qui tout d'un coup il avait un terrain, une opportunité dans la famille, il développe un immeuble, et puis du coup ça a fait beaucoup de catastrophes aussi. Et c'est vrai qu'à mon avis, ces lois, d'un côté, c'est très contraignant, et d'un point de vue administratif aussi pour les promoteurs de faire des projets rapidement. D'ailleurs, c'est pas possible de faire un projet rapidement. Mais je pense que ça va aussi nettoyer un peu le marché, mais ça, on en parlera après. Mais du coup, vous, c'est quoi le type de projet pour vous qui est, enfin, votre projet type préféré? Alors, je dirais que j'ai pas alors, bon, là, c'est plus personnel. Je préfère les projets de neuf que la rénovation. Ok, mais de C'est- l'optimisation, densification ou bien un terrain nu, tout ça? Alors, terrain nu, c'est finalement assez rare Ouais. aujourd'hui. On a un projet sur un terrain nu, mais c'est effectivement assez rare. Généralement, c'est plutôt où il y a un bâti existant dessus, souvent plutôt une habitation individuelle, ou alors un petit immeuble. Donc moi, personnellement, c'est les projets que je préfère, où il y a vraiment une construction neuve à faire, parce que c'est un processus qui m'intéresse juste plus que le processus de rénovation, que je connais d'ailleurs un petit peu moins. C'est un peu moins moi qui m'en charge. Mais, et puis, je dirais le projet type, c'est en moyenne, je pense, la taille des projets, c'est des projets de développement. 10 à 20 logements. Exactement, c'est un petit peu à peu près ça, quoi. Ok. Donc, Ouais, puis dans la construction, tout est. Enfin, le processus est vachement complet, quoi. Ouais. Donc ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses aussi. C'est ça. Non, On puis apprend beaucoup de choses. c'est vrai que le projet neuf est plus sympa parce qu'il offre plus de liberté. Ouais. Alors que la rénovation, on est vite beaucoup plus cadré, et puis même des changements de typologie et autres deviennent compliqués avec les lois. Mhm. Donc voilà, un peu la plus grande liberté, c'est de savoir si on fait des cuisines ouvertes ou pas, quoi. C'est un peu, C'est clair. c'est un peu ça, quoi. Ah, c'est incroyable. Mais après, c'est vrai que il y a du potentiel dans tout ce qui est rénovation énergétique. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'immeubles qui vont bientôt être isolés, Il y a beaucoup qui de choses à devraient faire. être isolés. Donc c'est vrai que là, le potentiel est gros, quoi. Ouais. Vous vous occupez, vous, de la partie subventionnement, aller chercher les. Non, les- alors ça, on travaille souvent avec des mandataires spécialisés là-dedans. Ok, parfait. D'une fois que vous développez le projet, si on parle d'un immeuble, si vous rentrez, vous investissez avec le propriétaire à la base, d'une fois que c'est construit, puis vous vous dites, bon, au final, on va pas vendre, on va garder, parce que ça nous convient les deux d'avoir 50-50 dans ce projet, c'est vous qui gérez la suite, ou bien vous vous occupez du développement, du pilotage du projet, mais après vous déléguez à une gérance? Alors, la gérance pure et dure, comme je l'appelle, on délèguera à une gérance. Le but n'est pas de devenir une gérance. Par contre, ce qu'on propose, si on est investisseur dans le projet, ou même si on ne l'est pas, c'est de faire ce que j'appelle de l'asset management ou de la surgérance. Mhm. De nouveau, le propriétaire privé qui possède un immeuble, il ne connaît pas tout ce qui est droit du bail, L3PL, etc. Donc c'est vrai que des fois, peut-être que la gérance vient lui amener des infos, ce genre de choses, il peut être un peu perdu.
Et le but, ça serait de le représenter et de s'assurer que l'immeuble tourne bien, que la gérance fait bien son travail. Et puis là, par contre, ça, on proposerait aux propriétaires. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en discuter parce que bon, nos projets sont au début, puis les propriétaires privés ne comprennent pas encore forcément la complexité d'un immeuble. On a déjà dû analyser des immeubles où c'est le propriétaire privé qui gère même en direct. Puis là, ça peut vite être la catastrophe. Ouais. Je crois qu'ils ne se rendent pas trop compte des contrats de dégâts bail, euros. des dégâts qui peuvent se passer s'il manque des documents dans le bail. donc voilà. Il y a Mais, des cas même très concrets de gens qui, typiquement les lois, enfin, L3PL ou autres, qui... ouais, ils s'en fichent quoi. On sait même pas s'ils sont conscients qu'elles existent, quoi. Enfin, c'est vrai que pour une rénovation, ils posent la question à personne, et puis ce qui était la manière de faire jusqu'à ce qu'il y ait ce type de loi. Ouais, bien Donc, sûr. Mais ça fait quand même un moment que les contrats de bail euros, c'est terminé, quoi. Ouais. Même en Valais, on voit plus. Du coup, c'est quoi la partie la plus intéressante des projets pour vous? C'est plutôt l'aspect relationnel, humain, ou bien c'est vraiment le développement de la construction, l'immobilier pur? Un peu des deux, je dois dire, monter un projet neuf de A à Z où on n'a rien, on part d'une feuille blanche, puis on dessine, on discute avec l'architecte, voir ce qui peut être fait. C'est une partie très chouette du job, mais une partie aussi que j'apprécie de plus en plus, c'est de créer cette relation avec les propriétaires pour, j'aime pas le terme convaincre, mais pour leur expliquer que c'est dans leur intérêt de faire quelque chose. Puis au début, ils ont l'impression que c'est une montagne à gravir de faire un projet immobilier. Puis au fur et à mesure des discussions, qui prennent des fois plusieurs mois, voire années, ils se rendent compte qu'en fait, accompagner de la bonne personne, de la bonne équipe, c'est plus une montagne à gravir, quoi, et que ça semble réalisable, et puis que c'est même chouette à faire, quoi. Ok, et une fois que le projet est lancé, enfin, surtout c'est quoi le plus compliqué? C'est plutôt de trouver le propriétaire pour faire le projet, le convaincre de faire le projet, ou bien c'est après juste développer le projet, quoi? Je dirais c'est surtout de trouver... La matière première. Ouais, c'est ça. Comme finalement la même contrainte qu'a le développeur classique, c'est ça, c'est trouver les opportunités. Ça, c'est vraiment la partie la plus dure et la plus, si on peut dire, un peu ingrate des fois, parce que c'est clair que si on attend juste sur les gens qui viennent vers nous par le bouche à oreille ou comme ça va pas, surtout quand on est une jeune société qui se lance et qui a des objectifs de croissance, donc il doit y avoir une recherche proactive. Et ça, c'est vrai que c'est la plus compliquée, pas en termes de complexité, mais plus en termes de détermination et autres pour trouver les opportunités, ça clairement. Et après, c'est vrai que les convaincre, on remarque que c'est des fois assez difficile de prendre beaucoup de gens, vu que c'est quand même un message qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, de dire je t'accompagne et fais le projet avec nous, enfin on fait le projet avec toi, mais sois partie prenante. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est clair, c'est de la construction, donc on parle de gros montants. S'ils doivent contracter un emprunt pour la construction, on parle de millions. C'est des fois des montants, je ne vais pas dire qu'ils les dépassent, mais pour des gens qui ne travaillent pas fréquemment avec des montants de telles sommes dans leur activité professionnelle ou autre, ça peut vite faire peur des fois. Et c'est vrai que ça, c'est des fois aussi assez compliqué à faire, c'est de les convaincre que ils vont pas finir à la rue avec 10 millions de dettes à leur nom et un immeuble qui ne s'est jamais construit, quoi. Donc ça, c'est un peu ce qui est des fois compliqué, c'est de les lancer dans le projet aussi quand ils sont financièrement partie prenante. Ok, ouais, mais à partir du moment où vous dites, nous on croit à votre projet, et on croit tellement à votre projet qu'on investit avec vous, ça doit aider quand même, j'imagine, oui, dans la discussion. Ça aide, mais ça reste beaucoup de zéros. ouais, bien sûr, ouais, mais même si vous êtes copromoteur. Ouais, voilà. Au final, ouais. Ce qui fait qu'il est vraiment pas rare que des fois les propriétaires, à la fin de la discussion, malgré tous les choix et les possibilités qui s'ouvrent à eux, il arrive justement, certains se disent, finalement pour moi c'est beaucoup plus simple de vendre et de sortir du projet. Si je vends bien, que je valorise bien, je m'en sors aussi quand même très bien, surtout avec le marché d'aujourd'hui. Donc c'est un choix des fois que les propriétaires font, mais au moins ils l'auront fait en toute connaissance de cause, et puis très souvent en tout cas ça leur a fait bien réfléchir d'avoir en tout cas exploré ces autres pistes. Et ça vous fait pas peur quand, parce que je pense à ça maintenant, mais si vous investissez dans des projets, dans des immeubles, investissement, rénovation, de construction, et puis que vous restez avec le propriétaire, donc vous êtes copropriétaire au final d'une société qui est propriétaire de l'immeuble, ça vous fait pas peur au final potentiellement d'avoir dans 15 ans plein d'immeubles différents avec plein de copropriétaires différents? Alors pas vraiment, parce que la solution de rester investi dans les projets,
c'est pas la solution, disons, la plus fréquente. Généralement, c'est de sortir de l'investissement à la fin de l'opération d'ajout de valeur. Donc, Donc vente plutôt que location. Voilà, Ok. exactement. Donc, c'est... Parce qu'aussi, vis-à-vis des investisseurs avec lesquels on travaille, eux, certains ont une vision long terme, mais d'autres ont plutôt une vision aussi de se dire, voilà, j'investis aujourd'hui, et puis dans 3 ans, ou 4 ans, ou 2 ans, je récolte les fruits de cet investissement. Et ils ne sont pas tous justement dans l'optique de garder. Donc l'idée n'est pas nécessairement de créer un portefeuille d'immeubles dans lesquels on a investi soit au stade de la construction, de la rénovation, mais c'est plutôt après effectivement d'avoir un peu un tournus avec les projets, puisque nos investisseurs d'aujourd'hui, ce sera, je l'espère en tout cas, en bonne partie aussi les investisseurs de demain. Donc pour pouvoir investir, ils veulent récolter aussi le bénéfice des investissements précédents. Ouais, bien sûr. Mais les propriétaires fonciers, d'ailleurs, ils n'ont pas un peu peur de s'associer avec vous potentiellement, dans le sens où on sait que maintenant les propriétaires se méfient un peu des promoteurs, il y en a eu tellement et des pas très professionnels, donc ils se disent pas, puis ça c'est un gros investisseur, il va investir avec moi à 50-50, mais potentiellement un jour il paye plus, il va me dire bon bah écoute, moi je paye plus, je te rachète ta part, et puis si vous au final vous payez plus, lui il peut pas s'en sortir, et puis du coup il commence à... Enfin je sais pas, il se méfie pas trop de ça. En tout cas, ils nous le disent pas directement comme ça. Donc, peut-être c'est une réflexion qui se font dans leur tête parfois, que je pourrais comprendre, parce qu'en fin de compte, voilà, initialement on se connaît pas, on sait pas qui on est, etc. À nous de faire un gros travail, et puis ça rejoint ce que disait Louis, c'est de créer une relation avec le propriétaire authentique, de vraiment tisser un lien avec, et puis de se montrer aussi que on peut être le partenaire de confiance. Et très souvent, de par la démarche qu'on a, les propriétaires, on a vraiment leur confiance assez tôt, parce qu'ils voient qu'on cherche à défendre aussi leurs intérêts. Et puis, il y a des cas où on s'est retrouvé finalement dans la face à face, en guillemets. Enfin, le propriétaire avait le choix entre travailler avec nous ou bien travailler avec un promoteur, disons, classique, lambda, qui est juste arrivé en proposant, voilà, je vous achète votre terrain. Et on voit que notre démarche fait que les gens ont une confiance qui est des fois assez... c'est assez... des fois impressionnant de voir à quel point justement les gens nous font confiance après au bout d'un moment quand on leur montre qu'on peut être le partenaire pour eux, quoi. Ok, ouais, la notion de confiance elle est hyper importante quand vous très investissez importante, ensemble dans un projet. Ouais, Ça, absolument, c'est clair. absolument. Faut qu'il y ait l'alchimie, faut qu'il y ait le feeling, et même ça va dans les deux sens aussi. Ouais. Ça nous est arrivé des fois de rencontrer des propriétaires où au feeling on les sent un petit peu moins. Eux très clairement on se dit on va pas se dire qu'on se lance dans une affaire avec eux finalement. C'est des emmerdes pour vous aussi. Exactement, Ça joue pas. exactement. Donc il faut que ça aille dans les deux sens, c'est sûr. Et puis c'est sûr que par contre, si l'idée après d'avoir un immeuble co-détenu a des proportions à définir, les règles du jeu sont établies dès le début et pas 15 ans après, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. J'imagine. Vous travaillez surtout dans le canton de Vaud, hein, comme j'ai vu. Louis, toi, tu m'avais parlé des zones de développement à Genève, qui potentiellement pouvaient vous intéresser aussi. Ouais, exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt actif dans le canton de Vaud, parce que c'est là où on est basé. On essaye aussi d'aller proposer nos services à des propriétaires à Genève, notamment, comme tu disais, dans la zone de développement, qui, j'estime, peuvent, selon les situations, être intéressantes pour eux, plutôt que de vendre aux promoteurs, de développer eux-mêmes et pouvoir bénéficier des régimes de cette zone. Donc voilà, aujourd'hui, après, on est fermé à aucun canton. On fait Vaud parce que on a exercé sur Vaud, Genève. Comme tu sais, je viens de terminer une formation à Genève, donc ça me permet, on maîtrise les deux marchés. Après, voilà, si une fois quelqu'un... Voilà, on a été approché récemment par des personnes dans le canton de Fribourg. On prend le temps et puis on va essayer d'aller de l'avant même là-bas, quoi. On n'est pas fermé à une zone géographique spécifique, quoi. Ah, bien. Il y a Rolex qui va arriver à Bulle bientôt. Ouais. Ça va peut-être redynamiser un peu le marché local, mais... Vous avez attaqué la prospection à Bulle maintenant. Non, pas encore. Et, c'est ça, c'est que les efforts de prospection, vu qu'on a quand même une petite équipe, les efforts de prospection, il faut qu'on les cible vers ce qu'on connaît le mieux. Mais c'est clair qu'à terme, on est ouvert à travailler finalement sur tous les cantons romans, en tout cas là où on se sent à l'aise de travailler. Il y avait une fois quelqu'un, tu viens du Valais, il y avait une fois quelqu'un qui était venu avec un projet, mais c'était aussi un projet assez atypique, de chalet assez atypique, dans une région qu'on ne connaissait pas du tout. Là, on avait la franchise de dire que voilà, c'est juste pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est un marché qu'on connaît pas, et que déjà nos investisseurs ne connaissent pas non plus, donc nous-mêmes, là il était question de co-investir dans le projet, donc nous-mêmes co-investir dedans, c'était déjà compromis, et puis si on maîtrise pas, on connaît pas, on va pas prétendre, quoi. Ok. Mais vous fermez pas les portes du Valais quand même.
On Non. ferme pas les portes du Ah, Valais. ok. Mais il faudrait que les plans financiers soient solides. Voilà, exactement. Du coup, en étant développeur, c'est vrai qu'on en a parlé avant, L3PL, LDTR, LAT, vous en êtes où à peu près par rapport à tout ça? Vous pensez quoi des contraintes administratives maintenant que vous avez déjà fait l'exercice plusieurs fois, de passer par toutes les étapes administratives? Là, je me rends compte parce qu'on a mis en enquête, nous, donc un petit immeuble de 9 appartements qu'on va développer l'année prochaine. Et c'est hallucinant le nombre de services qu'il y a. Et là, je parle du Valais. Donc, quand on Vaud, Genève, je sais même pas, mais ça doit être certainement pire. Ben ouais, on perd du temps maintenant, ben c'est là, on doit faire avec, puis essayer de naviguer au travers. Maintenant, la L3PL, LDTR, tout ça, elles existent parce que je pense qu'il y a eu des abus. Enfin, c'est sûr, il y a eu des abus dans le passé, donc il a fallu cadrer un peu tout ça. Maintenant, il faut savoir naviguer avec et puis essayer pas de les contourner, parce que le but c'est pas de les contourner, et puis même s'il existe peut-être des moyens, on se fera retoquer par un juge, donc le but c'est juste de savoir naviguer avec, et puis de faire des plans financiers en conséquence, et puis d'optimiser en conséquence, quoi. Et les comprendre aussi surtout ces lois, parce que je pense par exemple même LDTR c'est la même chose, mais L3PL par exemple, je pense beaucoup de gens ont conscience que cette loi existe sans forcément s'être penché dessus. Et puis en fait, si on se penche dessus, alors oui, il y a des aspects vraiment assez compliqués, même au niveau des projections financières qui viennent avec, mais on remarque une chose, par exemple, il y a certaines exceptions à cette loi, en termes Certains immeubles en ne sont termes pas de champ L3PL. d'application, exactement. Et puis, il arrive qu'il y ait des immeubles qui se sont mis sur le marché avec une grosse réserve locative, et puis le courtier ou autre dit non, mais là, il y a la L3PL, parce qu'il part de l'idée que c'est à Lausanne ou je sais rien où, et puis que de facto il y a la L3PL, puis en fait non, pas du tout, il y a des fois des exceptions, et quand on les repère, ces exceptions, ça peut aussi créer des jolies opportunités, donc c'est surtout ça, c'est savoir naviguer un petit peu à travers. Après, L3PL, LDTR, c'est surtout dans l'aspect rénovation et immeuble existant. Après, pour les constructions neuves, et c'est vrai qu'il y a des procédures de plus en plus longues, ça c'est vrai. On le voit, on a un projet dans la région de la Riviera, où on a dû passer par au total 3 passages en commission différents avant de mettre à l'enquête. Donc c'est à peu près ça devient maintenant un peu le standard, c'est un an de travail avant de déposer un dossier à l'enquête, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Ça, et puis ce qui devient problématique, hormis les règlements administratifs et tout ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de certaines communes. Ça leur plaît pas, donc on construit pas. C'est dingue. Tout en tout est en respectant ordre, le règlement de construction, c'est dingue ça. Donc c'est un peu ça qui devient aussi problématique aujourd'hui, c'est que des fois il y a des parcelles où on pourrait faire un projet, où nous on fait des projections financières à un propriétaire, puis on lui dit écoutez, voilà, malheureusement selon le règlement on peut faire ça, mais je peux pas vous mettre ma main à couper qu'on pourra construire ça. C'est dingue, hein. C'est dingue. Donc, ça, au final, après, c'est l'État qui choisit ce que tu construis. Mais c'est jamais très bon, ça, parce qu'après, au final, ça renforce même un peu le réseautage, copinage entre promoteurs qui, tout d'un coup, connaît la bonne personne dans la commune, qui a potentiellement un intérêt dans la construction, qui débloque le projet, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que on pourrait se dire, il y a des règles qui sont dans un règlement, dans le règlement du plan général d'affectation ou autre. On peut se dire c'est des règles. L'idée, c'est qu'il y ait justement une base sur laquelle se baser, enfin un cadre sur lequel se baser pour faire des projections ou autre. Et en fait, vraiment, des fois, on a eu un cas où vraiment on nous a demandé, heureusement, on a réussi à ne pas devoir le faire, mais qu'on nous demandait de réduire d'un étage, alors qu'on était parfaitement dans les règles. Mais parfaitement dans les règles, il y avait tout qui était en règle. Et en gros, ça change la valorisation, ça. Un étage en moins, c'est ça, c'est un effet énorme. Alors, heureusement, on a réussi à prouver que ce n'était pas juste une question de volonté, mais que ce n'était pas possible, architecturalement, par rapport à la topographie. Okay. Mais on a eu chaud quand même. Donc, c'est vrai que ça fait aussi mettre en perspective, des fois, dans certains cas, certains développeurs qui achètent, par exemple, purement un risque sur la valorisation, non pas du bâti actuel, mais du potentiel futur. Sans conditionnement. Sans conditionnement. Dans certains cas, je leur souhaite qu'il ne se passe rien, et qu'ils arrivent à faire le projet qu'ils ont envie de faire, mais c'est des risques que, en tout cas, certains de nos investisseurs avec lesquels on travaille ne sont pas forcément prêts à prendre, de prendre des risques inconsidérés. Ça va quand tu as beaucoup de cash et que tu peux te permettre d'attendre. Je pensais aussi aux zones réservées. Alors, je ne sais pas à quel point sur le canton de Vaud ou Genève, les zones réservées sont importantes. En Valais, on en a énormément. Dans toutes les communes, il y a des zones réservées.
en attendant la nouvelle homologation des plans. Et puis, il y a des investisseurs, enfin j'avais parlé avec un confrère qui connaît très très bien un investisseur, qui a un investisseur comme client, qui se concentre sur les zones réservées. Alors il a plusieurs dizaines de millions qui a placé à droite à gauche, hein, et du coup il achète que des zones réservées, ou beaucoup de zones réservées, en capitalisant sur le futur, quoi. Il se dit potentiellement dans 5-10 ans, peut-être que voilà, c'était une zone à bâtir, elle va passer en zone agricole, mais peut-être que dans 20, 30, 50, 60 ans, elle repasse en zone à bâtir. Et du coup, il l'achète avec un joli discount, et peut-être qu'il fait x5, x10, mais dans 60 ans. Ouais. Je sais pas. Ça, c'est vrai que c'est une stratégie risquée, mais qui peut être payante, dans le sens que la plus grande valeur, elle est créée au moment de la mise en zone ou de un changement de zone d'une parcelle, quoi. Mais c'est vrai que se retrouver où on peut plus planter des patates, on peut perdre quelques sous, quoi. Il faut être liquide, il faut avoir beaucoup de cash, pour faire des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on se concentre sur les projets plus concrétisables. Aussi parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'on on peut pas se permettre d'attendre 20 ans. C'est ça. On n'est pas payé quand on attend juste sur un nouveau règlement. Donc, ouais, c'est clair. Du coup, grosso modo, à partir du moment où vous trouvez le propriétaire, que vous allez développer un projet, combien de temps en moyenne ça vous prend à peu près pour arriver à la fin ? C'est très irrégulier. Ouais. Dans le sens qu'on a des propriétaires privés qui sont un peu plus entrepreneurs dans l'âme, puis qui disent j'ai pris ma décision, départ, feu, on y va, et puis je veux que ça avance hyper vite. Comme d'autres, il y a des gens, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que on discute pour créer la relation, proposer des alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quand même, pour la majorité des gens, c'est une décision d'une vie, dans le sens que leur immeuble ou la maison, l'immeuble, soit ils l'ont hérité, et puis c'est un peu leur deuxième pilier, puis la maison, souvent, c'est toutes leurs économies de leur vie, quoi. Donc c'est là où ils ont aussi leurs souvenirs, habiter, peut-être élever leurs enfants, ça reste quelque chose d'important aussi émotionnellement. Et puis c'est normal que ça prenne du temps, quoi. Donc donner une moyenne, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est très irrégulier, ouais. Surtout que finalement, notre société est assez jeune, et des projets du début à la fin du processus, avec l'inertie qu'il y a justement dans l'immobilier dont on parlait avant, fait qu'aujourd'hui on n'a encore pas eu un projet qui allait du tout début à toute la fin. Mais c'est vrai que ça peut être très, très irrégulier, ouais. Ok. Dans Valoristone, maintenant, vous êtes combien ? Vous êtes que les deux pour le moment ? À l'heure actuelle, on est les deux. On était 3 précédemment, puis là, on va de nouveau être 3. Premier trimestre. Ouais, tout le premier trimestre 2023, on devrait de nouveau être 3 dans l'équipe. Ok. La troisième personne, elle fait le même travail que vous ou bien Non, alors là, justement, l'idée, nos profils respectifs, d'un point de vue académique, ils sont finalement assez similaires. Enfin, ils sont même identiques, puisqu'on a tous les deux fait des études de commerce. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui vient plus du monde vraiment de la construction au sens large. Il se trouve que le profil qu'on cherche, c'est plus quelqu'un qui vient du monde de l'architecture, en tout cas qui a un passé dans l'architecture, non pas pour justement devenir un bureau d'architecture, mais pour pouvoir amener cette vision-là, et quelqu'un qui peut vraiment coordonner les projets et reprendre cette partie-là pour que nous aussi on puisse se concentrer aussi davantage sur la génération de nouvelles opportunités. Prospection. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est surtout en tant que jeune société là maintenant, on est à la phase où en fait on est au tout début, on était uniquement dans la prospection et dans la recherche. Donc c'est plus dans la seule préoccupation qu'on avait. Maintenant on a des projets, on a des mandats, on en a quelques-uns, ce qui fait que on est vite pris dans le quotidien, à finalement être un peu la tête dans le guidon, à être que dans l'exécution et dans remplir nos engagements, et puis faire le mieux pour nos clients. Et ça fait qu'on perd des fois un petit peu la vue d'ensemble, de se dire ok, il y a d'autres efforts à mettre en place. Typiquement, plus on travaille sur nos projets actuels, moins on travaille sur notre prospection. Donc l'idée, c'est d'éviter d'entrer dans une dynamique où on court après des projets, ensuite on a des projets, puis on n'en a plus parce qu'on est concentré sur ces projets, puis après on a des creux. Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu un pas en arrière, puis de pouvoir justement se concentrer sur le développement de la société au sens large, et puis justement pouvoir avoir quelqu'un dans l'équipe qui nous complète surtout, c'est ça, qui vient avec un autre bagage. Ok, donc l'objectif du développement de Valoristone pour les années à venir, là, c'est quoi ? Court terme, moyen, long terme, plus ou moins ? L'objectif, j'ai envie de dire, si on parle c'est difficile à quantifier autrement, enfin, on peut le quantifier de différentes manières, mais au niveau de l'équipe, on a bien envie que d'ici 2-3 ans, on soit une petite dizaine de personnes, c'est l'objectif, avec différents profils. Il y aurait un profil, justement, peut-être plus l'aspect prospection,
il y a un profil architecture. On peut imaginer qu'avec, en tout cas au rythme où ça va, on peut imaginer qu'on ait ensuite besoin de plusieurs personnes dans le domaine, disons, pilotage de projet, chef de projet. Donc on peut imaginer aussi avoir quelques personnes, disons, avec des profils similaires qui justement font équipe. Donc finalement c'est assez large, mais en tout cas on a l'ambition de vraiment grandir l'équipe. Jusqu'à quel point on ne sait pas, mais c'est en tout cas parmi les objectifs, ouais. Ok, ça vous fait pas peur un peu de commencer à déléguer? Parce que c'est toujours un peu compliqué, parce qu'au final, personne fait mieux que soi-même le travail que tu sais faire. Ouais. Donc c'est toujours un peu compliqué de commencer à lâcher prise, à déléguer. Ouais, alors c'est sûr. Après, il faut trouver les bonnes personnes en qui on peut avoir confiance. Ouais. Et puis savoir doser le contrôle et ce qu'on laisse libre. Mais après, d'un autre côté, pour grandir, il n'y a pas beaucoup d'autres options, quoi. Ah, bien sûr. Du coup, avant, vous étiez 3, vous êtes repassé à 2, c'était pourquoi ça jouait pas? Non, c'est juste que notre ancien collaborateur a trouvé un autre job. Ah, ok, Et d'accord. puis il nous a quittés pour ça. Ok, d'accord, ouais. Comment vous voyez maintenant, hein, on va parler un peu plus immobilier. On a vécu là ces quelques derniers mois une évolution des taux un peu inhabituelle hein, par rapport aux 15-20 dernières années. Comment est-ce que vous sentez déjà une différence dans le marché ou bien comment vous voyez l'évolution du marché à court terme, moyen terme là, sur les 2-3 prochaines années? Déjà, est-ce que vous voyez une différence par rapport Oui, à alors, avant? enfin, une différence, oui, on en voit une, c'est sûr. Il y a un peu plus, le marché, il est un peu plus, on va dire, wait and see, comme on dit. Moi, je pense qu'il faut aussi relativiser. Les taux restent relativement bas. Oui, ils ont doublé, mais ça reste à des niveaux. On n'est pas à 5, 6 comme il y a un bon paquet d'années il y avait. Je pense pas non plus qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être d'un coup mis en difficulté. À moins peut-être certains privés qui auraient pu acheter des immeubles il y a 1 ou 2 ans, puis qui les ont achetés à des prix pas comme on les connaît, quoi. Surfait. Et encore, s'ils ont bloqué un taux à 10 ans, ils seront peut-être un peu plus embêtés dans 10 ans. Donc je pense pas que dans l'immédiat, il va y avoir une vague de vente aux enchères d'immeubles. Maintenant, je pense que les prix, ils vont peut-être gentiment arrêter de continuer à monter et puis de stagner un peu. Mais de là à avoir une chute des prix, je pense pas. Ok. En tout cas, des appartements en PPE, ça je pense pas. Les immeubles, peut-être que les taux de rendement vont monter. Enfin, d'ailleurs, ils ont monté. Mais je pense pas que c'est la fin de l'immobilier. Non, puis je pense, on a souvent je dis de manière générale, c'est vrai que c'est souvent une critique sur le modèle suisse que les gens font, qui est de dire que l'accès à la propriété est des fois trop difficile, que ça demande trop de fonds propres, trop de revenus. Mais finalement, alors c'est vrai que dans certains cas, ça peut être problématique. Mais d'un autre côté, ça fait que dans les situations d'incertitude, de remontée des taux comme on a aujourd'hui, on a justement un peu de lest, un peu de marge pour quand même encaisser ça. Et on sait que les personnes qui ont acheté des immeubles, même à des prix surfaits, a priori, ils ont la capacité financière d'assumer des taux un petit peu plus élevés. Donc je pense que on critique des fois ce modèle, mais mine de rien, il est quand même assez sain sur le long terme. Et je veux dire, je suis plus à l'aise dans un marché, le modèle qu'on a en Suisse, que celui qu'on pourrait voir chez certains de nos voisins européens, où là, on peut acheter une maison financée à 110% avec les travaux, etc. Ouais. Et les gens, ils achètent dès qu'ils peuvent, donc ils sont ric-rac niveau finance, etc. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Puis d'autre part, alors ça c'était plus l'aspect, disons, au niveau de la politique, mais après au niveau plus du marché, on a la chance ou malchance, je sais pas, mais d'avoir une telle demande démographique, une telle croissance démographique de par l'immigration, etc. en Suisse, qui fait que finalement le marché du logement en tout cas, PPE ou locatif, je pense que les deux c'est quand même assez intimement lié, il est quand même porté par ça. Et même si les prix venaient à baisser un petit peu, on continue d'avoir finalement une demande et on est en pénurie quasiment. Je crois que je lisais l'autre jour un rapport qui disait que historiquement en Suisse, on est finalement quand même au niveau de pénurie de logement on a la pénurie la plus prononcée qu'on n'a jamais eue. Donc je pense que ça nous aide aussi. Ouais. On a le taux de logement vacant a rebaissé à Lausanne, là, ça n'avait pas baissé depuis 10 ans. C'est vrai qu'à Genève, on a 0,38 de taux de logement vacant. À Zurich, c'était 0,1. J'avais participé au congrès SIFI sur immobilier. Et
0,1 au final, il y a 200 appartements disponibles à Zurich. 200 appartements disponibles à Zurich. En gros, c'est 200 logements. Donc en fait, c'est le turnover juste d'un locataire qui sort, un autre qui rentre, quoi. C'est ça. C'est hallucinant. Ouais. Donc, mais il faut construire plus du coup. Mais C'est pas facile. Là, c'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué, ouais. C'est vrai que par rapport à tu le mentionnais, par rapport à l'aménagement du territoire, c'est ça, c'est que d'un côté, on entend tout le temps qu'il y a une pénurie de logements, qu'il n'y a pas assez de logements abordables sur le marché, etc. Mais d'un autre côté, on le voit, quand on le mentionnait par rapport il n'y a rien qui est fait pour vraiment faciliter, en fait ça le complique, mais pour faciliter le processus de construire. Alors, c'est finalement deux courants qui s'opposent un petit peu, mais qui... je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise solution, mais c'est que d'un côté, c'est vrai qu'on peut pas... Je comprends les gens qui viennent du point de vue de dire on ne peut pas construire indéfiniment toujours plus grand, toujours plus loin des centres-villes, etc. C'est vrai, c'est compliqué, mais finalement, c'est la situation qu'on hérite en Suisse. On est un petit pays, tout se concentre autour de quelques agglomérations, et puis voilà. Puis d'un autre côté, on peut pas... Ouais, les choses vont juste pas au rythme de pouvoir construire suffisamment. Non, c'est clair. On n'a jamais eu une évolution, autant d'immigration, jamais. Je sais pas, mais depuis les 20 dernières années, on est entre 65 000 et 70 000 personnes qui arrivent chaque année en Suisse. Et cette année, en 2022, on est en train de péter le score avec certainement 85 000 personnes qui vont arriver. Donc il y a une partie d'Ukrainiens par la guerre, mais il y a quand même une grosse partie d'immigration qui vient simplement normale, quoi, hein, comme d'habitude. Et on n'arrive pas à suivre, quoi, sur l'évolution. 85 000, la population de Lausanne, c'est quoi, à peu près 160 000 Je crois que j'ai un chiffre comme ça en tête. Ouais, ça doit être autour de 200, un peu moins. Ça fait quasiment la moitié de Lausanne qui arrive, qui crée une ville à part entière en soi. On est à peu près à 2 personnes par logement, au final, 2,2 personnes par logement. Donc ça veut dire qu'il faut à peu près 40 000, 45 000 logements en plus, quoi. Ce qu'on ne fait certainement pas. Non. Est-ce qu'il continuera à pousser les prix même du locatif, en tout cas le laisser à des prix relativement élevés, voire les augmenter? Exactement, c'était ma prochaine question du coup. Est-ce qu'à votre avis, il y a un plafond au prix de l'immobilier en Suisse ou pas? Ou est-ce que la référence c'est Genève ou Zurich? Et tant qu'on n'est pas là, partout ailleurs ça peut monter? Moi je pense toujours qu'il y a un plafond, parce qu'à un moment donné, c'est aussi corrélé au pouvoir d'achat des gens. On ne peut pas monter indéfiniment. À un moment donné, les gens ils peuvent plus payer, donc les appartements seront vides, quoi. Donc, exact. Moi je pense qu'à un moment il y a quand même un plafond par rapport au pouvoir d'achat. Même s'il y a une pénurie énorme, à un moment donné les gens s'ils peuvent pas se payer, c'est tout. Bien sûr, mais alors j'ai pensé à ça aussi, mais quand au congrès CIFI, conférence sur l'immobilier, on avait les prix moyens pour une maison individuelle standard, 140 mètres carrés, j'avais fait une vidéo là-dessus, dans les cantons, 140 mètres carrés, 10 ans, construction standard, 2 salles de bain. Et puis les prix moyens, donc maison individuelle, style Lausanne, c'était un peu en dessous de 2 millions, Delémont c'était à peu près 800 000, et Genève c'était 3 millions. Mais c'est fou. Après, c'est les valeurs donc de SIFI, mais c'est complètement dingue. Pour obtenir un financement sur une maison à 3 millions, il faut justifier avec un financement normal, 8 ans, 20. Il faut justifier 36 000 francs de revenus mensuels. Ça limite vite la catégorie de gens, quoi. Ouais, mais pourtant, ça se vend encore. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Après, je pense que tu disais la référence, et c'est les prix de Genève et de Zurich. Après, j'ai vraiment l'impression aussi que le pouvoir d'achat il est quand même plus élevé dans ces régions-là qu'ailleurs. Je vois même des fonctions publiques. Je connais quelqu'un qui travaille dans la police à Genève, et j'en connais un autre, et ils sont copains aussi, qui travaille dans la police à Yverdon, et les prix ils ont juste rien, enfin les loyers, enfin les salaires pardon, entre les deux ils ont rien à voir. Ah ouais? Ouais, absolument. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on parle je pense bien, de tête comme ça, j'ai envie de dire presque 30% de différence entre les deux. Ah, donc celui qui et encore un que je connais, il travaille à Genève, mais il habite sur un autre canton. Donc ah oui, voilà. Alors ça, c'est ce qui risque d'arriver, ça. Oui, c'est ce qui risque d'arriver. Exactement. D'ailleurs, on le sent en Valais même. Ouais. Des gens qui partent de Genève pour aller sur Vaud, plutôt. Et du coup, Vaud, ça devient un peu saturé, donc ils se déplacent un peu vers le Valais. On est un peu la poubelle du reste des cantons. Ce qui finalement, après, dynamise le marché en Valais aussi. Exactement. Et du coup, Monter en bénéficie, par exemple. C'est ça. C'est à côté de Aigues, c'est tout près du canton de Vaud. Donc, Mais après, ça vient par contre avec les infrastructures qui doivent suivre avec, parce que bien sûr. On ne peut pas tripler le nombre de trains CFF qui font la ligne sur il faut faire attention aux villes fantômes aussi, dortoirs. Hein. Ouais. Pour revenir sur le financement, il y a un truc que j'ai jamais vraiment compris en France. C'est vrai que du coup, tu en as parlé du financement à 110%.
je me suis toujours dit, alors le système en Suisse est un peu conservateur, c'est vrai, c'est compliqué avec ces taux à 5% sur le calcul, mais bon, peut-être ça va nous sauver d'une vague de vente aux enchères maintenant, on verra, mais peut-être, ou dans les mois à venir, années à venir. Mais j'ai jamais compris comment est-ce qu'on acceptait un financement à 110%, ça veut dire les frais d'acquisition plus les frais plus le prix d'achat. Parce qu'au final, quand on achète, on se fait financer par la banque ça devient une espèce d'associé, un partenaire, et au final c'est comme si tu voulais acheter un immeuble avec un copain, puis tu dis bon viens on s'associe, toi tu finances tout, et puis c'est moi qui m'occupe un peu de l'immeuble, c'est moi qui gère, puis on récupère je sais pas 50-50, j'ai jamais compris ce principe quoi. Non plus. Et c'est vrai que ça donne... Concrètement, t'es pas propriétaire. En réalité, t'es pas vraiment propriétaire. En plus, ouais. Ça change pas vraiment de... Quand on dit, par exemple, si tu prends une voiture en leasing, t'en es pas propriétaire. Bon, la différence, c'est qu'il n'y a pas une valeur résiduelle et une durée limitée sur la maison sur laquelle tu prends un emprunt, mais c'est la même chose. T'es pas vraiment propriétaire quand t'as financé à 110%. Ouais, bien sûr. Sens, Bon, au final, en Suisse, on n'est jamais vraiment propriétaire, alors. Parce qu'au final, on amortit jamais complètement sa dette. Non, alors complètement propriétaire pas, mais au moins tu as une part de... Comme tu dis, si on part de l'idée que tu es associé avec la banque, tu as quand même une part de fonds propres dedans qui est... Il y a une part de la maison qui est... Quelques chambres, elles sont à toi, quoi. Peut-être pas la maison entière, mais au moins quelques chambres. C'est clair. Comment vous voyez l'évolution de la promotion immobilière à venir, ou bien du marché immobilier, grosso modo, à venir, des professionnels de l'immobilier? C'est vrai qu'on a parlé typiquement du courtier qui n'est pas au courant de la L3PL, qui ne sait pas vraiment ce que c'est, qui s'occupe même de vendre. On a confronté ça, on va en confronter aussi de plus en plus, puis ça ne concerne pas que la L3PL, ça concerne plusieurs éléments différents. Lex Weber, ça peut être la LAT, ça peut être la LFIE. Du coup, vous pensez que le marché immobilier a besoin de plus de qualifications, plus de professionnels, ou bien ça va se faire tout seul avec le temps? Non, moi je pense que ça va se faire tout seul, il faut aussi remettre les choses en perspective. Beaucoup de courtiers sont plus que qualifiés, c'est une minorité dont on dit que certains ne connaissent pas la L3PL. Enfin, pour ma part, mon expérience, la plupart sont quand même qualifiés, savent ce qu'ils font, sont professionnels. Mais je pense que le marché va quand même se réguler un peu, dans le sens que beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais certains de ces personnes, que ce soit des promoteurs ou des courtiers, comme tu le disais, ils font ça un peu par opportunité, parce qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on verra demain, mais jusqu'à aujourd'hui c'était porteur. On y met un appart ou un immeuble, c'était relativement facile à vendre sans devoir y passer trop de temps. Du moins sur notre marché, ouais. Voilà, en tout cas sur notre marché à nous. Chez toi, Sion, je sais pas, mais en tout cas sur les marchés Vaud-Genève, c'était relativement facile à vendre. Je veux dire, la demande était énorme. Donc il y en a beaucoup qui se sont mis peu par opportunité, on le connaît, c'est même pas leur job principal, ils font ça un peu à côté et puis ça leur arrondit les fins de mois. Puis après d'autres, ils se sont mis aussi vraiment à leur compte et puis ils font de nouveau aussi ça, ils sont à temps plein mais ils font ça par opportunité. Et peut-être le jour où ça va devenir un peu moins rémunérateur, plus compliqué, avec les contraintes administratives, la demande qui sera moins forte, et peut-être que ils arrêteront d'eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que les courtiers ou promoteurs ou gérants ou n'importe qui aiment leur job continueront à faire ce job même dans des temps un peu plus compliqués. Je pense que le nettoyage va se faire dans ceux qui font ça par opportunité pure en fait. Ouais, okay. Qui construisent, on guillemets, certains promoteurs construisent juste parce que c'est rentable. Ils font pas ça parce qu'ils aiment développer un projet, le construire et puis le voir se concrétiser. Il y a certains qui font juste ça par opportunité, puis le jour où l'immobilier sera moins porteur, ils retourneront dans un autre secteur et puis ces gens-là ne seront plus promoteurs, quoi. Okay, c'est un peu comme ça que je vois les choses. D'accord, ouais. C'est vrai que chez nos voisins français, par exemple, on peut pas ouvrir une agence immobilière ou commencer à vendre n'importe comment. On est obligé d'avoir une licence. Donc ça, tu penses que pas trop. Alors en Suisse, ça risque pas d'arriver. Ça serait peut-être bien aujourd'hui. Personnellement, j'en vois pas je trouve pas que c'est forcément nécessaire. Mais après, c'est aussi différent. Je suis professionnel, donc quand je regarde pour acheter ou quand je conseille quelqu'un, je connais moi aussi, donc j'arrive à filtrer. Et puis si on communique, on n'y met pas toutes les infos, sans vraiment y penser, je vais les chercher moi. Ouais. Donc ouais, t'aimes ce que tu fais, toi. Ouais, j'aime ce que je fais, mais je veux dire, si on me propose un immeuble, par exemple, mon premier réflexe c'est de regarder s'il est le 3PL ou pas. J'attends pas que le courtier me l'indique. Ouais. C'est un peu ça. Okay. Donc
Voilà. Et puis d'un point de vue promotion, il y a de plus en plus d'outils comme Popetit par exemple, ou de PropTech, et puis aussi pour la visualisation 3D, aussi, ça se développe beaucoup. Ça, vous utilisez, vous, ou pas, avec Valoristone ou... Oui, alors Popti, on utilise. Oui, exactement, Ok. ça on utilise, c'est super utile pour l'aspect prospection et autres. Surtout maintenant que sur le canton de Vaud, le registre foncier il est plus consultable sur le guichet cartographique. Donc même si les données de Popti peuvent plus se mettre à jour parce que s'il y a une transaction, ça ne peut pas reprendre le nom du nouveau propriétaire, c'est quand même bien de pouvoir avoir en tout cas les données historiques par rapport à ça. Donc oui, clairement on utilise. Et l'autre jour on avait une discussion avec un vendeur d'une société qui fait qui utilise des données statistiques de plein de plans financiers issus d'architectes et autres pour affiner les plans financiers sans avoir forcément à aller à travers déjà un appel d'offres ou autre. Parce que pour l'instant, si on n'a pas ces données-là, c'est une estimation, prix au mètre cube, prix au mètre carré, ce genre de choses, mais qui reste finalement très très sommaire et qui n'est pas forcément adapté au projet en question. Dans le sens où ça ne prend pas en compte le fait que c'est en pente et que ça peut être un petit peu plus cher, qu'il y a 2-3 travaux en plus à prévoir, et ce genre de choses. Parce que là, c'était un truc super bien fait. Alors, je pense qu'on potentiellement on travaillera avec ça aussi, mais c'est super en tout cas les innovations qu'il y a aujourd'hui dans le milieu. Ouais. Et je pense qu'il faut en profiter. Ok, ouais, parfait, magnifique. Louis, toi tu m'avais dit que tu as fait le Master IEI à Genève. Oui. En 2 mots, tu peux nous dire un peu comment c'est, parce qu'il y a certainement quelques personnes qui nous écoutent qui seront intéressées par la formation. Ça devient de plus en plus connu. Alors, je viens de terminer ce master cet été. Ok, ouais. Alors, je recommande à tout le monde. C'était vraiment très chouette. Déjà, par l'ambiance entre camarades de classe, entre professionnels, etc. Parce que là, c'est tous des professionnels. Ouais, c'est tous des professionnels. On peut échanger, connaître du monde. C'est bonne ambiance. Enfin, je pense que mon brevet, quoi. Maintenant, c'est devenu des copains. Faut savoir quand même que l'IEI, c'est très basé Genève. Donc, il faut soit exercer à Genève ou avoir la volonté de vouloir connaître le marché genevois. C'est un peu, entre guillemets, la seule contrainte pour des professionnels qui viendraient d'autres cantons. Mais c'est vrai que c'était très chouette, les cours étaient très variés, il y a vraiment beaucoup de modules. Ça passe de l'architecture à de la promotion, à du droit, à du financement. Donc on voit vraiment beaucoup de choses. Et puis, donc ouais, je le recommande. Et puis c'était 2 ans chargés, mais ça en valait la peine et je le regrette pas du tout. Ouais. Ok, c'est un jour par semaine les cours? C'est entre 1 et 2 jours. Ouais. Entre 1 et 2 jours, ok. À Genève. C'est ce qui peut poser problème pour les non-genevois. C'est clair, hein, mais de toute façon, si le but c'est pas d'exercer à Genève ou travailler sur Genève, a priori, a priori, il faudrait peut-être plus s'orienter vers un brevet, quoi. Oui, alors je pense maintenant, c'est très genevois, mais ça permet aussi, ça met plein de liens avec la L3PL, on peut comparer la LDTR, la L3PL, enfin ce genre de choses, quoi. Ça aussi, ça ouvre d'autres raisonnements, et puis voilà, quoi. Vincent, tu vas le faire, toi? Non, je vais pas le faire parce que Parce que Louis l'a fait. Parce que Louis l'a fait. tu utilises Louis. Alors tant qu'on travaille ensemble, j'en ai pas besoin. Non, moi j'envisage. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de formations supplémentaires dans l'immobilier. Bon, j'avais suivi une formation à l'USPI Immo Capital, que j'ai trouvé intéressante. Et puis j'envisage peut-être un jour de faire un master dans le domaine immobilier. J'ai vu qu'il y en a un à Zurich qui est pas mal, qui est à l'ETH, mais pas pour tout de suite, quoi. Peut-être d'ici 1-2 ans, comme ça. Parce que c'est vrai qu'au niveau après implication en temps, c'est vrai que mine de rien, c'est clair que quand 1 ou 2 fois par semaine, Louis n'était pas là pour étudier, c'est clair qu'il y avait des rendez-vous auxquels il ne pouvait peut-être pas forcément participer, ou bien d'autres choses donc forcément, ou bien même pendant les périodes de révision, forcément, il était dans les études. Donc ça me fait aussi réfléchir un petit peu avant de me lancer dans un master, parce que c'est que ça prend du temps. Il faut vraiment avoir, je trouve, une utilité pratique après de ce papier. C'est pour ça que je réfléchis un petit peu avant d'en faire un. Mais pour ça, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le brevet, c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est que c'est très orienté pratique. J'imagine le master aussi, pareil. C'est les personnes les intervenants sont actifs dans leur domaine. Les cours de droit, c'est des avocats qui ont des études d'avocats, qui sont dans l'immobilier tous les jours. Et donc pour ça, c'était vachement pertinent, j'ai trouvé. Ouais, non, l'IEI, c'est la même chose. Les profs, c'est des professionnels, puis de qualité, quoi. Donc avec l'expérience, et puis
bah, ils expliquent la théorie, puis après ils démontrent avec la pratique, quoi. Et puis quand Ouais. on pose des questions, bah, ils ont l'expérience pour répondre concrètement avec des cas réels, quoi. Donc Magnifique. c'était vraiment une chouette expérience. Parfait. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. plaisir. De Merci donner à toi. toutes ces informations. Ce sera très intéressant pour l'audience. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite avec Valerie Stone. De Merci. même. J'en doute pas que dans 2 ans, vous serez une quinzaine. On refera un podcast On avec dit toute une dizaine, l'équipe. pas une quinzaine. Et puis voilà, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.